Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Jorge Masvidal contre Nate Diaz, combat le plus attendu de l'année. Je pense qu'on peut dire ça, 2 novembre prochain, Madison Square Garden, New York, UFC 244, main event d'une carte qui va être assez sympathique. Ouais. Mais là, avant de parler de Till Gastelum, on a déjà reçu quelques messages ici et là. On s'intéresse donc au main event. Donc pour le titre officiel de Baddest Motherfucker on the Planet, l'UFC essaye déjà de déposer les droits pour ce terme-là et pour la fameuse ceinture BMF, parce que bien sûr, on ne pourra pas dire Baddest Motherfucker sur ESPN, mais juste BMF. Alors, déjà, je tiens à dire que tu disais que, par exemple, LeBron avait essayé de déposer Taco Tuesday ou je sais pas trop quoi, et que c'était trop générique. Tuesday. Ça m'étonnerait quand même que Bad Motherfucker ce soit pas complètement un terme générique aussi. Hein. Mais BMF, je pense que ça peut passer. Notre expert Polydomso peut peut-être nous éclairer sur l'expert légal. Oh là, la propriété intellectuelle et tout ça, moi c'est pas tellement mon domaine, mais Badass Motherfucker, en plus je pense c'est un truc, c'est déjà, pour ceux qui sont cinéphiles, c'est déjà sur le petit porte-monnaie de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Et non, je pense que c'est un terme, je pense qu'il là pour le coup, ce serait comme essayer de trademarker connard, tu vois. Enfin, je pense que ou fils de pute quoi, tu vois, genre ouais. Mais remarque FDP, je sais pas, hein. Ça se trouve ça se trademarque. Faudrait demander à Papacito s'il a déposé pour son blog la FDP de la mode. Je sais pas, ça me paraît bizarre, c'est trop générique. Enfin bon, messieurs, revenons à nos moutons, revenons au sérieux. Donc alors, est-ce que ça vous intéresse ce combat-là? Parce que quand même, ce que moi déjà j'apprécie, c'est que Nate Diaz a géré ça d'une main de maître en revenant, ensuite appelant Masvidal. L'UFC n'en voulait pas alors que tous les fans le voulaient. Finalement, Dana White a un petit peu plié face à la ferveur populaire et aussi un petit coup de pouce du destin parce qu'à l'origine, c'était quand même Colby contre d'abord Ousmane qui était visé et ensuite Ousmane contre Masvidal. Mais bon, finalement, les fans ont le combat qu'ils voulaient, mais est-ce que les experts voulaient ce combat également? Ouais, bah carrément. Non, mais alors attends, on va être très honnête sur déjà rien que sur les deux personnalités. Moi, j'ai envie de les voir se rencontrer, ces gens-là, quoi. J'ai envie de les voir s'affronter. Et je pense que je suis pas le seul. Tout le monde a envie de voir. Enfin, ça fait un peu rêver ce truc-là. Et puis même, c'est pas déconnant du point de vue du style et du point de vue sportif. Ça pourrait être un petit pas en arrière pour Masvidal, qui est plus installé dans la catégorie, alors que Nate Diaz. Nate Diaz, il a battu Anthony Pettis et Anthony Pettis, il perd un combat sur 2 en ce moment. Donc, mais c'est Nate Diaz, il est installé lui aussi depuis très longtemps entre ces deux catégories-là. Franchement, au point où on en est, de tous les match-up qu'il y a eu et tout, je veux dire, la part fun, drôle et ce qu'on attend du combat et sur... moi, je trouve l'emporte très largement sur, on va dire, le bien fondé de ce match-up en termes purement sportifs. Et puis même en termes purement sportifs, c'est pas si déconnant que ça, mis bout à bout. Donc voilà, quoi, on fait plaisir à tout le monde et à son chien, là, et c'est cool. Je suis d'accord. En plus, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, même si c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire une BMF belt et tout ça. En vrai, moi, j'aime bien. Très franchement, je suis fan de l'idée parce qu'en vrai, il y a quand même une remarque qu'on faisait souvent à l'UFC et surtout ces dernières années, c'était quand même, surtout avec le Reebok Deal, le fait que tout le monde devient des putains de robots et que en gros l'originalité n'a plus vraiment sa place et que les personnalités ne sont plus mises en avant. Et je trouve que c'est un bon retour en arrière à l'époque où tu avais des Chuck Liddell qui avait des putains de flammes de tuning sur son short. Je trouve que ça fait plaisir. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun poster qui est original de l'UFC parce qu'ils font ça à la chaîne, ils font ça avec des templates et c'est un peu pourri. Je trouve que c'est cool de retrouver un event qui va avoir un peu une saveur originale. Et franchement, je respecte pour ça. Polydomso voulait ajouter quelque chose. Ouais, d'autant que très pertinent, je sais pas. ce serait prétention. Mais d'autant que il renoue avec une idée qu'ils avaient déjà eue en fait il y a très très longtemps. Jadis, certains de nos auditeurs n'étaient pas nés. Et c'était en fait à l'époque où ils faisaient encore des tournois, donc c'est dans les tout premiers UFC. Et en fait, ils voulaient absolument faire rencontrer Royce Gracie contre Ken Shamrock. Ils s'étaient rencontrés lors du premier UFC et c'était les deux mecs vraiment bons à l'époque. Sauf qu'à cause des tournois, les mecs se blessaient à chaque fois en cours de route et ils n'arrivaient pas à s'affronter. Or, pour être le champion et avoir la ceinture à l'époque, il fallait gagner le tournoi en fait. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que l'UFC a dit bon, il y en a marre. On va les faire se rencontrer. On va mettre une super fight belt.
C'était pas la ceinture du champion, c'était la ceinture Super Fight. Et comme ça, ils ont fait se rencontrer Ken Shamrock et Royce Gracie. Et pour la petite histoire, ce combat était un désastre parce qu'ils n'ont pas réussi à se départager. Et à l'époque, il n'y avait pas de time limit. Donc ça avait duré 35 minutes et ils avaient dit bon bah pousse. Non, ouais. Et surtout, je crois qu'il y avait eu un problème avec les droits du pay-per-view. En gros, le combat avait duré tellement longtemps qu'ils avaient la fin de la diffusion. Et en gros, il y avait eu un problème avec ça, je crois. Enfin, mais ouais, bref, c'est un désastre. Pour autant, l'idée a germé et c'est vrai que maintenant, en fait, personnellement, moi, pareil, je commence à devenir pragmatique. Je me dis, au lieu qu'ils utilisent une ceinture à tout va, tu vois, où ça n'a plus aucun intérêt, et ils donnent les title shots comme ça, un peu comme des dragibus près d'une école, tu vois. Et bah, c'est. On l'a tous fait, arrêtez. Non, et en revanche, ce que je voulais dire, c'est que s'ils peuvent mettre un petit titre honorifique comme ça, histoire de. Alors après, je sais pas, est-ce que ça aura des. Et ça, c'est Guillaume qui va me répondre. Est-ce que ça aura des implications financières, cette histoire de BMF? Ah non, pas du tout. En plus, Dana White, il a dit c'est un one and done. Et en gros, tu vois, ça va pas être un titre que l'un des deux va défendre, c'est juste une fois. Mais après, l'avantage, par contre, ce qui est bien, c'est que Masvidal a dit qu'il allait avoir des points pay-per-view, ce qui va sûrement être le cas en plus pour Nate Diaz. Donc, c'est pour ça que moi, je suis content, c'est que les deux vont être payés. Et franchement, pour les deux combattants, ça fait énormément plaisir de savoir que ils vont enfin avoir l'argent qu'ils méritent, entre guillemets, parce que ça va être un combat, je pense, chacun va se faire plus $1 million. Donc, ouais. Et puis après, Dana White dit c'est un one and done, et à côté en Sum il essaie de faire la trademark du truc, donc la 40 à 2 francs, elle est là quand même. Hein. Non, mais c'est sûr que s'il y a un billet à gratter. Tu vas faire un ranking du classement. Ah ouais, non, je sais, tu peux. Ce serait stylé ça. Un BMF Championship où tu mets que les plus gros baisers élus par les auditeurs. Putain, ce serait stylé ça. Mais ça partirait vite. Du coup, pourquoi là après. Quel est l'intérêt d'avoir cette ceinture par rapport aux autres ceintures, quoi? Aucun. Oui, aucun. Aucune, et c'est son charme. Non, mais ouais, bon. Donc, discussion à part sur la ceinture et sur ce que ça implique, si ce n'est juste pour attirer le chaland, on n'est plus à ça près. Mais au niveau du sport et de la rencontre, même d'un point de vue purement stylistique, entre Nate Diaz et Jorge Masvidal, moi, je suis preneur, j'aime bien parce que Nate Diaz et les frères Diaz en général, on sait à peu près comment ils combattent maintenant. Ils varient pas trop, quoique ils apportent toujours des petits trucs en plus quand même. Parce que Diaz, sur son dernier combat contre Anthony Pettis, je trouve qu'il s'était bien démerdé, quoi. Il s'était vraiment bien démerdé par rapport à l'adversaire. Et en revanche, non, ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent essayer de battre les frères Diaz d'une certaine manière. Il y a un peu un blueprint qui a été débloqué. Tu peux par exemple lui courir autour pendant 5 rounds, ce qu'avait fait Carlos Condit contre Nick Diaz. Mais l'avantage avec un mec comme Jorge Masvidal, c'est qu'il fera pas ça. Donc c'est pour ça que le match il va être intéressant, quoi. Ouais, non, surtout qu'en plus il y a. Vas-y. Ah, moi, je disais aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est en plus dans les deux styles, avec Masvidal qui a tendance, lui, qui n'a pas ce côté vraiment diesel, même s'il peut tenir complètement, alors qu'un Nate Diaz il avance quand même au fil des rounds. C'est là qu'il est de plus en plus fort, qu'il impose son rythme. Et là, donc, va falloir qu'il soit, même si, comme là, ce sera en 50, tu n'auras pas ce côté un petit peu comme il y avait eu contre Anthony Pettis, il va devoir se méfier dès le début. Donc là, ça va être aussi intéressant de ce côté-là. Ouais. En fait, ça va être intéressant vraiment de tous les côtés parce que j'ai rematé tout à l'heure les combats, le dernier combat de Diaz contre Pettis et les combats de Masvidal contre c'était Till et puis Benson Anderson. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le mater. Et déjà, c'est vraiment impressionnant. Enfin, la première pensée qui m'est venue en revanche, c'est ça va être vachement intéressant stylistiquement parce que Nate Diaz a une boxe en longueur, mais il a montré, comme tu disais, Polydomso, dans son combat contre Pettis. Franchement, j'étais impressionné en le revoyant encore plus parce que en gros, comment dire, Masvidal, c'est un combattant qu'on sait intelligent. On sait qu'il regarde, il balance des feintes, des stimuli, et il regarde comment réagit l'adversaire. Et on l'a vu contre Till. Et petit à petit, en fait, il améliore sa stratégie et il progresse pour finalement te mettre le dernier coup d'épée dans la nuque quand il a vu que l'ouverture était prête, qu'il l'avait travaillé, etc. Donc c'est un combattant qui est vachement intelligent, en plus d'avoir un répertoire technique qui est absolument gargantuesque. Et Nate Diaz, franchement, dans son combat contre Pettis, il m'a impressionné. En gros, il était constamment en train d'essayer de dépasser l'adversaire, c'est-à-dire, il y a des fantômes qui passent derrière. Ouais, c'est vrai. Vas-y, continue de dépasser. Mais en gros,
Diaz, dans son dernier combat contre Pettis, il a fait des trucs qui étaient vraiment stylés et qui vont vraiment être intéressants avec Masvidal, qui est aussi intelligent et qui a un fight IQ aussi développé. C'est que il te donnait à chaque fois à boire et à manger. Et par exemple, il va te boxer, arriver vers toi en changeant de garde pour te mettre un collar tie et arriver en clinch. Et au moment où il met son collar tie et que toi, tu commences à dire « Ok, il faut que je me mette en esprit clinch, que je commence à me défendre », il l'avait déjà enlevé pour te boxer en courte distance. Et en gros, il a fait ça tout le combat, de proposer des trucs, de te saturer en fait d'informations pour que tu sois complètement noué. C'est-à-dire que non seulement il te met la pression parce qu'il te met des coups, parce qu'il te lâche pas au niveau du cardio, que c'est une boxe en volume, et en plus d'une boxe en volume, il te sature d'informations en venant de tous les côtés avec tous les styles de combat qu'il a à disposition. Ça peut être les feintes de front kick, avec ensuite les clinches qui arrivent à une main, les changements. Et en plus, il est vachement dynamique dans ce qu'il fait. Il va pas rester il va pas essayer de te bloquer une fois qu'il a son plum ou son machin. Il reste, c'est un peu un espèce de Khabib mais debout. C'est-à-dire qu'il va constamment changer de position pour te saturer d'informations. Et je suis très très curieux de voir comment est-ce que Masvidal va répondre à ça. Honnêtement, oui, surtout qu'en plus, l'essentiel du combat devrait se dérouler debout. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je vois pas Masvidal utiliser sa lutte. Et je sais pas, mais peut-être. Je pense que ça va être difficile pour Ned Diaz de mettre Masvidal au sol, parce que Masvidal a quand même une très bonne takedown de défense et c'est pas le point fort de Ned Diaz. Sauf, je ne sais plus dans quel combat, mais il avait des belles projections de judo. On l'a plus revu ça après, oui, mais je crois que c'était un combat de Ned Diaz. C'était pas contre Gomi ou des trucs comme ça. Ah si, c'est contre Gomi, je crois. C'est contre Gomi. Il lui fait au Sotogari ou je sais pas quoi. C'était assez stylé. Donc, comme Masvidal se tient très haut, pourquoi pas, peut-être il pourrait nous surprendre à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai qu'on l'avait vu contre Conor McGregor. Quand il fait des takedowns un peu plus, on va dire, background lutte, c'est un peu plus poussif, c'est moins dynamique. Il n'est pas très. En fait, Diaz, il n'est pas super explosif comme combattant. Même debout, il n'est pas très, très explosif. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il il sait boxer à distance quasiment comme pas vraiment un boxeur puncher parce qu'il n'est pas super explosif, mais il peut te faire mal quand même à distance et il est assez rapide sur son 1-2, notamment sur son jab et bras arrière. Mais en revanche, à courte distance, il arrive quand même à te swarmer bien. Ouais. Et une fois qu'il a installé son rythme de swarm, où il va te boxer vraiment en volume, ce que j'adore, c'est quand il te laisse t'essouffler. Et c'est vraiment, ça s'est vu dans son combat contre Pettis, où il l'avait coincé contre la cage et il a laissé Pettis frapper. Et tu as l'impression que Pettis, il connecte, mais il connecte pas en fait. Ça arrive sur l'épaule et Diaz, il bouge un peu avec, il roule avec le cou. Et tu peux être sûr que Pettis, à chaque fois, il se crame. Ouais. Tu sais, il perd des pourcentages, il perd des PV, tu vois, en balançant ses coups. Et c'est la stratégie de Diaz. Donc c'est vrai que contre un mec comme Jorge Masvidal, qui est un peu plus un puncher pour le coup, parce qu'il envoie quand même assez fort. Et il est plus, on va dire, dans l'explosion quand même si c'est pas non plus un mec qui fonde tout son jeu là-dessus. Hein. Il construit très bien, tu l'as dit. Il feinte beaucoup. Il a un jeu de striking qui est en construction. Un petit exemple pour ça, c'est le combat qu'il a fait contre KG Nunes au Strike Force, où il feintait pour installer ses genoux, mais tu sais, sans le clinch de Muay Thai. Ouais. Et c'est très beau ça. Moi, j'adore ces techniques-là quand on arrive à placer des genoux à la tête de l'adversaire sans avoir besoin de tirer. Et ça, c'est juste, il feintait, KG Nunes se baissait pour éviter le jab et il déclenchait son genou. C'est sublime. Donc c'était magnifique. Et c'est vrai qu'il est capable de faire ça. Et donc, mystère pour savoir qui va réussir à faire triompher son style, parce que c'est deux trucs qui sont pas du tout, ça fonctionne pas sur les mêmes logiques en fait. Et il y a aussi un truc que je voulais ajouter, je suis assez curieux de voir aussi, c'est comme tu l'as dit, il a une bonne boxe en longueur. Ça, on le connaît. Enfin, c'est vraiment ça, c'est Ned Diaz, de boxer en longueur. Et en plus de ça, Ned Diaz, il est très très bon, et particulièrement en swarm. Mais même quand c'est au milieu de la cage, il est très très bon à réussir à installer sa distance, à te choper à la fin de ses coups, particulièrement des directs. Mais même quand il met des slaps, les slaps, c'est pour te déséquilibrer, mais c'est pas que. C'est-à-dire que quand tu mets un slap, tu as beaucoup plus d'allonge avec ce qui vient sous la forme d'un crochet que si tu mets des crochets classiques. Et il a une très bonne boxe en longueur, et il est capable, quand il a chopé sa distance, de te toucher. Et quand tu contres, même si tu as la même allonge, lui, il a un retrait du buste qui est parfait et il revient directement. Et ça, c'est terrifiant quand c'est son adversaire.
Mais là, du coup, j'ai revu le combat de Masvidal contre Till et je suis vachement curieux de voir comment est-ce que Masvidal va répondre à ça parce qu'il peut, et c'est exactement ce qu'il a fait avec Till. Till, c'est pareil, c'est dans une boxe totalement différente, beaucoup plus explosive, mais c'est un peu le même délire comme il a fait contre Cerrone. Darren Till, il va choper sa distance, avancer vers toi, essayer de placer sa gauche de l'enfer, qui est généralement indirect, et en retrait de buste dès que tu tentes de répliquer. Et Masvidal, justement, a parfaitement répondu à ça en commençant d'abord en tentant, en mettant un peu le doigt dans l'eau, en essayant des shifts, des changements de garde, en avançant pour voir si Till reculait et si oui, comment il reculait. Et c'est ça qui a set up d'ailleurs son combo à la fin. Et ça, je suis très curieux de voir parce qu'il l'a fait plusieurs fois, Masvidal. Et le pire, c'est comme l'a fait Pettis, mais parce qu'il était mort, quand tu es statique sur tes pieds et que tu essaies de boxer comme Nate Diaz. Bon, alors là, par contre, tu n'as aucune chance. En revanche, si tu fais comme Masvidal et que quand Nate Diaz commence à faire son 1-2 et retrait de buste, si tu arrives à soit faire une petite gastelum, éviter le premier 1-2 et après faire la marche en avant en changeant de garde explosive et en avançant sur Nate Diaz en balançant tes crochets, ça peut être vraiment une manière intéressante de contrer. Et comme il le fait souvent, je suis vraiment curieux de savoir si ça marche ou pas contre Nate Diaz. Donc, il y a beaucoup de trucs à... Et est-ce que vous pensez que Nate Diaz va se servir de la dernière sortie de Jorge Masvidal au Madison Square Garden pour essayer un petit peu de s'ajuster? Parce que certes, il ne va pas complètement se révolutionner, mais moi je pense vraiment au combat qu'il y avait eu, donc c'était Masvidal contre Stephen Wonderboy Thompson, où là il s'était pris quand même une petite masterclass de Wonderboy qui était bon. C'était, on va pas dire Wonderboy de la belle époque, mais vous êtes d'accord qu'à ce moment-là, il était quand même. Ouais, mais ça. Il l'avait dépassé. Mais après, je pense que Nate Diaz ne peut pas complètement adopter ce style-là. Ouais, j'imagine mal Nate Diaz développer un style oui, non, complètement. de Thompson. Parce que Thompson, c'est le fruit d'une construction. C'est un professionnel. Ouais, voilà, c'est ça, depuis qu'il est gamin, quoi. Dans ce style-là de karaté contact à l'américaine, quoi, avec la grosse emphase sur la jambe avant et sur les attaques en sidekick. Ça m'étonnerait que Nate Diaz développe ça. Moi, justement, c'est marrant que tu soulignes ce combat de Jorge Masvidal contre Darren Till, parce qu'un des rares succès qu'a eu Jorge Masvidal dans ce combat, c'est l'utilisation de low kick, en fait. Et c'est vrai qu'il a un style qui est très complet, en fait, Masvidal debout. Même s'il a une petite préférence pour la boxe anglaise, il est capable de kicker et il kick très bien, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il vient de la boxe anglaise, mais il a une attitude plus de boxe thaï, en fait. Mais tu sais, un peu caricaturale quasiment, avec la garde très haute et que la jambe avant en sursaut, feinte, en rythme. Et il y a moyen, en fait, ça c'est une grosse arme qu'il peut avoir sur Nate Diaz, c'est l'utilisation des low kicks. On sait que Nate particulièrement est vulnérable à ce type d'attaque. On l'a vu dans son combat contre Cerrone, contre Benson Anderson, contre Rafael dos Anjos. Il semblerait qu'il ait développé un peu une parade contre Anthony Pettis, mais c'est vrai qu'Anthony Pettis, il en a mis un, il s'est fait checker son low kick et puis après il a arrêté d'en mettre. Ouais. Donc je ne sais pas si la configuration sera différente avec Masvidal, qui arrivera peut-être à mieux timer son low kick. Et justement, la force de Masvidal, c'est qu'il est en construction, comme je disais. Il n'envoie pas. Pettis, lui, c'est vraiment un striker sniper. Il va sur une explosion. Il est tellement rapide qu'il n'a pas besoin d'installer, de dissimuler son low kick. Il va faire c'est genre un middle kick et il va passer, il va rentrer. T'auras rien vu, quoi. Genre, t'as rien vu, quoi. Alors que Masvidal, même s'il est assez rapide et assez explosif, généralement, il va faire une feinte de jab ou il va te faire une petite combinaison de points avant de terminer avec un kick. Et ça, je pense pas que Nate Diaz, même s'il se défend bien, ait le style vraiment approprié pour se défendre contre ce type de truc, parce que comme tu l'as souligné, quand tu l'attaques en boxe anglaise, il a tendance à avoir une défense de boxe anglaise, c'est-à-dire à fonctionner sur des mouvements du buste et des déplacements, et généralement quand tu fonctionnes sur ce type de défense-là, tu as besoin de tes appuis, en fait. Tu peux pas en fait relever une jambe quand tu fais ça, c'est pas possible, tu as besoin d'utiliser ton équilibre, et donc dans ces cas-là, tes deux jambes, elles sont fixées au sol, et donc du coup, t'es du coup susceptible au low kick, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et vous n'avez pas peur, les gars, que contre Masvidal, enfin peur, c'est un grand mot, mais là, il va se retrouver quand même face à un vrai welterweight. C'est peut-être un peu ça aussi où moi, j'ai un petit peu d'inquiétude, parce que certes, c'est un ancien lightweight Masvidal, mais on peut dire que par rapport à un Pettis, vous voyez, qui jongle un peu de catégorie, un Conor McGregor, qui était pas, dans ses récents combats, bien entendu, un Nate Diaz, parce qu'il a déjà combattu en welter, qui n'étaient pas vraiment des welters, là, il va affronter un mec qui, depuis les dernières années, est vraiment un véritable welterweight.
Il est en welterweight depuis longtemps, mais à mon sens, il est beaucoup plus petit que les gros. Là, si tu compares à mon avis un Masvidal et un Kamaru Usman, ah oui, complètement. Ah oui, pour moi, c'est un petit modèle de welterweight. Donc, je pense pas. Je crois qu'il fait 1,83, un truc comme ça. Il est pas tanké comme un Sean Sherk. Je pense pas que ce sera. Je pense pas que ça jouera. Et si ce que tu voulais dire, c'est par exemple dans les clinches, est-ce qu'il y aura un différentiel de puissance ou pas? Vraiment, je pense pas. Je pense pas que Masvidal soit tanké comme les Covington ou les Usman ou les trucs comme ça. À mon sens, ce sera pas ça. Le physique, la dimension physique et puissance, ce sera pas ce qui l'avantage, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, après tout ça, c'est subjectif, hein. On verra vraiment. Il y a toujours ce qu'on pense avant et puis après ce qu'on voit dans le jour J, quoi. Mais non, je pense pas que ça devrait jouer. Il est pas immense, comme tu l'as dit. Et puis, je pense que Ned Diaz, il a une plus grande allonge. Je veux pas dire de bêtises. Ça fait... Les trois mecs sont d'accord. Il y a un gars qui va aller te voir sur Wikipédia. Putain, vous dites trop de la merde à chaque fois. Voilà. Je vais même tenter le super banco. Si je me souviens bien, parce que tout à l'heure j'ai maté les combats depuis le début. Attention, c'est parti. Je pense que Ned Diaz a 75 pouces de reach et je crois que Masvidal en a 74. Dit-il en regardant son écran. Non, rien du tout, rien de joli. Ouais, bon on croise les doigts du coup, hein, que l'information soit exacte, que ce soit pas une fake news. Je donne ma bagnole à celui qui me contredit. Et donc, messieurs, quelque chose à ajouter sur ce combat qui approche et qui, mine de rien, si Ned Diaz s'impose, ou même, Masvidal sera un peu moins important, mais c'est vrai que si Ned Diaz s'impose, il serait, on va dire, dans le mix par rapport aux contenders dans la catégorie welterweight, ce qui serait quand même pas mal pour un mec qui vient de revenir après 3 ans d'absence. Ouais, ce serait quand même un beau hold-up, hein, quand même, hein, cette histoire, parce que t'as Vincent Luque qui est déjà à 7 ou 8 combats de victoire d'affilée, t'as Ponzinibbio qui va combattre Lawler, pareil, il a 6 ou 7 victoires d'affilée, t'as Edward, je sais pas combien de... Enfin bref, t'as des mecs, c'est des tueurs à gages, ils sont sur des winning streaks contre des mecs qui sont durs au mal et tout ça, et qui vont du coup prendre un ticket d'attente. Et là, t'as Ned Diaz qui fait un drive-by, tu vois, et qui grille tout le monde sur la ligne d'arrivée quand même. C'est vrai. Mais en même temps, s'il barre Jorge Masvidal, là pour le coup, il est dans le top, il est indéniable, c'est clair. Complètement, il est indéniable. Et pareil pour Masvidal, là aussi, petit point pour rendre à Masvidal ce qui appartient à Jorge, ce qui est quand même magnifique, c'est que, et je suis d'accord avec Kariel Elwani, il dit que si Masvidal s'impose contre Ned Diaz, ce sera le combattant de l'année. J'ai envie de dire oui, parce que contre Darren Till, il était outsider, contre Ben Askren, il était outsider, il a sorti 2 super performances, et là, s'il s'impose en plus dans un combat qui est hyper attendu, franchement, ça fera une superbe année 2019 pour un mec qui n'avait pas combattu en 2018, rappelons-le, et qui sortait d'une défaite en 2007 contre Wonderboy. Je suis assez d'accord parce que en termes de... Alors, dans l'absolu, on va dire... Excuse-moi, Polydomso, je suis désolé, je te coupe, mais Guigui, on entend ton micro qui gratte. Merci Rost. 5 sur 5. Dans l'absolu, moi, en termes d'accomplissement, je ne sais pas si c'est celui qui a fait la meilleure année, il faudrait que je réfléchisse, mais en termes relatifs par rapport à la carrière de Masvidal, en termes de turnaround, c'est le turnaround de retournement. C'est le truc le plus impressionnant qu'il y ait eu là récemment, hein, parce que pendant longtemps, Masvidal c'était un peu le vétéran complètement / journeyman / gatekeeper, on sait pas trop, ça dépend de son activité et tout. Et là, il vient de percer à la fois sportivement à 34 ans et médiatiquement, les deux. C'est-à-dire pour une fois, les étoiles se sont alignées et bim. Et en plus de ça, s'il gagne, on peut être quasi certain qu'il aura le prochain title shot. Je pense. Hein, En tout cas, oui, parce que de toute façon, là, certes, Ned Diaz, ce serait un beau hold-up parce que le mec revient, il est à peine ranké, il combat Pettis qui perd un combat sur 2. Mais c'est vrai que, en revanche, il est connu, c'est un énorme nom, Ned Diaz. Donc, même si sur les performances, il n'aurait pas combattu les plus gros contenders, même si quand même Darren Till et Ben Askren, mais il finirait pas sur le mec qui normalement te catapulte vers le titre. Mais de toute façon, maintenant, comme on est dans l'ère surtout du Instagram et du nombre de followers, toutes ces conneries, si tu bats Ned Diaz, tu bats quand même un mec qui a fait 2,6 millions de pay-per-view, 1,6. 1,4 million. 1 million, ouais, voilà, c'est pareil. Et donc, c'est vrai que voilà, forcément,
c'est ce qui intéresse l'UFC beaucoup plus que la compta, parce que tu l'as dit, des mecs comme Luque ou comme Edwards, ils ont beau aligner les victoires comme des Skittles, ils font du pédalo en reculant, quoi. C'est dingue cette catégorie quand tu vois le nombre de mecs qui sont des vrais tueurs à gages. Pareil, Li Jingliang là, qui a battu Santos là récemment, là, c'est incroyable. La KT est super fournie. Ouais. Non, mais surtout qu'en plus, je pense que l'UFC va vite être dans une situation compliquée. Je sais pas ce que vous en pensez quand. Surtout qu'en fait, on t'entend comme si tu nous parlais dans l'oreille. Comme si tu nous respirais dans le cou. C'est très troublant. Session ASMR. Alors. Non, c'était parce que j'ai l'impression qu'ils revivent en fait la période Tyron Woodley avec Kamaru Usman, avec un champion, tu vois, qui est hyper compliqué en négociation et des contenders qui commencent à être plus stars finalement que lui, parce que on va pas se mentir, le Diaz Masvidal va beaucoup plus faire parler, beaucoup plus marcher que le Colby Covington Usman, qui est pourtant sportivement beaucoup plus légitime et que honnêtement, enfin, on veut tous les trois le voir, mais sauf que au bout d'un moment, je pense que l'UFC va se retrouver dans une situation. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé là. Ousmane, en fait, les négociations se sont tellement mal déroulées avec Kamaru Usman qu'il voulait en fait le stripper de sa ceinture, enfin lui enlever le titre et le virer de toutes les apparitions qu'il devait faire aux Émirats Arabes Unis. Et finalement, ils ont juste dit ok, tu fais pas le combat, mais on te met un petit peu au placard. Mais pour vous dire un peu la situation dans laquelle ils sont, avec Colby Covington, pareil, où là, le mec se retrouve dans une situation, il combat pas pour le titre et ah non, c'est chaud. C'est quoi le problème avec Kamaru Usman? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? Alors Kamaru Usman, il veut de l'argent. Colby Covington veut également de l'argent. Donc les deux veulent être payés et c'est un peu ça le souci actuellement. Mais c'est assez compliqué, je trouve, parce que pour Kamaru Usman, pour lequel nous avons un infini respect, n'est-ce pas, messieurs, c'est quand tu viens de gagner ta ceinture, je pense que t'es pas vraiment en position, tu sais, pour déjà dire j'ai envie de gagner un million. Ouais, mais moi je suis désolé, l'UFC ils ont grave des oursins dans les poches, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est des rats les mecs, hein, on va être honnête. D'ailleurs, ils diffusent jamais parce qu'ils sont pas soumis au Ali Act en boxe, qui fait que tu dois, quand tu es une organisation, tu dois mettre en fait le ratio entre ce que touche l'entreprise et ce que touchent les combattants. Et c'est un ratio, je voudrais pas dire de conneries, normalement genre de 80-20 ou un truc comme ça. Enfin, c'est peut-être des énormes conneries ce que je dis, mais en gros, l'idée c'est qu'il y a quand même beaucoup plus, même dans ce côté-là. En général, il y a plus pour l'entreprise et c'est admis. Mais le fait que l'UFC veulent même pas diffuser leur putain de ratio, ça veut vraiment dire que, à mon avis, ça doit être aberrant, je pense. Mais alors, je sais plus. Dans quel article c'était, mais je sais que c'était un article d'un média, je crois que c'était MMA Junkie ou je sais plus exactement, un mec qui avait fait une enquête et avec C'était Bloody Elbow à partir de chiffres qu'il avait trouvé que l'UFC avait été obligé de dévoiler de la paie de combattants. En fait, ils avaient réussi à calculer que, alors que normalement, par exemple, au Strikeforce et au Bellator, Cooker, il donne environ 50%, c'est même plus que ça, je crois. Un peu, 44%. C'est parce qu'ils ont des revenus inférieurs. Donc alors, ils ont des revenus inférieurs, mais disons que, pour prendre des exemples alors comparatifs, ce qui est NBA, NFL et tout ça, ils filent au moins 50% des revenus aux joueurs. C'est ce qui se fait dans les plus grosses organisations qui rapportent elles-mêmes le plus d'argent. Et d'après les calculs qui avaient été faits par le mec de Bloody Elbow, l'UFC est à 20% environ. Donc, c'est-à-dire que clairement, c'est même plus des oursins qu'ils ont dans les poches. Enfin, les mecs, c'est des pieux, quoi. Donc, de toute façon, ils n'ont pas envie de lâcher le fric, alors que, clairement, ils en font beaucoup, beaucoup, et c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent côte à côte avec la NFL, la NBA, etc. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'association de combattants ou que les mecs n'auront pas de levier, de toute façon, ce sera ça, ce sera 20%, sinon je te vire. Et... Ça me rappelle la MMA Association. La MMA. Oui, mais après, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais pour moi, en fait, c'est une question de timing. C'est dans le sens qu'Kamaru Usman, là, il se retrouve dans une situation où c'était super. Vous vous souvenez, c'était en mode Africa Takeover, tu vois, tu avais les champions nigérians et tout. Et tu vois, plutôt que d'adopter la situation d'un Adesanya qui combat énormément et qui, tu vois, là, il demande les pay-per-view, mais tu vois, il les demande pas franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il combat, ça devient une star, même si on le trouve de plus en plus insupportable, le gars est quand même présent de ouf. Et au bout d'un moment, tu peux commencer à être comme McGregor parce que tu deviens indispensable à l'organisation et là, tu as un moyen de pression. Là, moi, j'ai pas du tout envie que, genre, dans 3 mois, on apprenne que Kamaru Usman a perdu sa ceinture parce qu'il était juste trop chiant, tu vois. Et ça, pour lui, ce serait dommage parce que l'UFC, aujourd'hui, dans une situation, ils peuvent le faire. Si tu as 5 défenses de ceinture, ils peuvent pas te virer comme ça, tu vois.
Ouais, mais regarde par exemple Tyron Woodley, mec. Regarde Tyron Woodley comme carrément Russ se barre. Russ fout le camp. Il quitte la table des négociations. Révolté. Non, mais regarde. C'est d'accord. Les aléas du direct. Non, mais regarde Tyron Woodley, mec, il était à je sais pas combien de. Il était à quoi 3 défenses de titre 3, attends, il y a eu Wonderboy une fois, 2 fois, Demian Maia, ouais, c'était ça, 3. Ouais. Non, 4, il y a même eu Darren Till aussi. Ah oui, Darren, oh putain, oui, j'avais oublié. Mais ouais, et regarde, et je sais pas combien il touchait par combat, et même s'il était considéré à un moment donné comme un des meilleurs champions welterweight, bah avec son attitude et tout, les gens. En fait, c'est ça le problème c'est que c'est une négociation où t'es perdant si t'es tout seul quoi qu'il arrive, parce que moi je peux pas jeter la pierre à Kamaru Usman. Parce que Kamaru Usman, en fait, il a un pari qui est quand même vachement dur, qui est de se dire, bon, je dois faire le bon petit soldat pendant 5 combats, éclater des mecs qui sont des tueurs à gages, parce que Colby Covington, ça va pas être du tout une mince affaire. Hein. Il peut vraiment perdre ce combat, tu vois. C'est pas un truc. C'est pas comme s'il avait une avancée telle sur la catégorie qui pouvait être serein, tu vois. Là, il y a une concurrence qui est quand même assez lourde qui arrive. Et il se dit, si jamais je perds le statut de champion, donc déjà mes revenus ils disparaissent. Et en plus de ça, Kamaru Usman, c'est un mec qui a dû faire je sais pas combien de 8 ou 9 combats avant d'avoir le title shot. Je sais pas, donc il sait que de toute façon, là, son seul biais de négociation, son seul levier de négociation, c'est la ceinture. S'il la perd, il est mort. Donc il se dit, là, je l'ai, autant que je négocie à mort tant que je l'ai, parce que je sais pas, demain, je l'aurai peut-être plus, tu vois. Et ça, moi, je pense que c'est le problème. Les combattants, en fait, ils ont trop une mentalité... à l'UFC, mais même en plus général en MMA, ils ont trop une mentalité individualiste. Ils veulent pas se mettre en groupe. C'est pas un truc qui est parce que c'est scandaleux. C'est proprement scandaleux le traitement qu'ils reçoivent. A raison. Et c'est vrai que bon, l'UFC est habile. Hein, c'est la carotte et le bâton. C'est que si tu te rebelles et que tu trébuches au moment où tu te rebelles, bah là t'es carrément mis aux oubliettes. Regarde Tyron Woodley. Il est où Tyron Woodley? Après, il est blessé. Non, mais c'est pareil avec José Aldo, tu vois. José Aldo, il avait commencé à faire une guérilla contre. Il avait même parlé de combattre son contrat contre l'UFC. Ça a disparu, quoi. On n'en a plus entendu parler parce qu'ils lui ont mis le couvercle par-dessus et ils l'ont tué, quoi. Tu peux être un des meilleurs combattants du monde, que ça change rien, en fait. Et la carotte, c'est que quand tu t'appelles Conor McGregor, ou Georges Saint-Pierre, ou Brock Lesnar, ou même des gens qui méritent absolument, parce que Sage Northcutt, il était vachement bien payé, par exemple, alors que sportivement, on peut être honnête, il n'était pas exceptionnel, le mec. Ouais, mais après, t'as des exemples de mecs que l'UFC voulait pas mettre en avant, comme Habib, tu vois, et qui a joué la carte. Par exemple, quand il a combattu Edson Barboza, quelque part, il aurait pu très bien dire, bah non, les gars, je vais pas faire ça. Mais après, il a dû avoir. Oui, voilà. C'est Khabib, c'est parce qu'il est invaincu, parce que je peux te garantir que si Khabib avait eu une seule petite décision litigieuse à un moment donné, qu'il aurait perdu, mais il aurait perdu tout son pouvoir de négociation. Moi, j'en suis persuadé. Moi, je te disais ça dans le sens où quand il était revenu et qu'il avait fait combattre contre Edson, où en gros, c'était un combat qu'il avait fait parce que tu sais, il avait manqué le poids contre Tony Ferguson en mars, c'était l'UFC 209 peut-être que je dis des conneries, et tu sais où finalement ça devait être le co-main event Ferguson, et il avait failli mourir à ce moment-là, et en gros il lui avait dit bah tu refais un combat pour nous prouver que tu peux être en lightweight, et il aurait pu très bien dire bah écoutez les gars, j'ai suffisamment prouvé, moi c'est Tony ou le combat pour le titre ou rien, et tu sais il a accepté de combattre Edson Barboza, et aujourd'hui mais regarde, voilà. C'est un pari, parce que s'il avait perdu contre Edson Barboza, ça aurait été terminé, quoi, tu vois, et c'est ça le problème. Moi franchement je comprends Kamaru Usman, et je pense qu'en fait la solution ce serait que la plupart des combattants fassent ça, en fait. Ouais. Si tous les champions disaient bon maintenant il y en a marre d'être payé des clopinettes, je veux plus, mais tous unis d'une certaine manière. Mais comme on sait que c'est compliqué, bah, le jeu va avancer sans lui, c'est ça qui c'est compliqué. Et puis le problème c'est que si tu veux faire une association de champions qui ont tous le même son de trompette, bah, c'est compliqué parce que tu viens par exemple, tu sais à qui filer ton fric pour que ça marche, et tu files 6 millions à Khabib par exemple. Donc même si Khabib est un mec qui a l'air intègre et tout ça, c'est compliqué d'aller vers lui et de lui dire bon bah mec, ce serait cool que tu nous rejoignes et que tu dises un peu à l'UFC qu'ils commencent à faire chier avec leur salaire de radin. Et qu'est-ce que tu veux répondre quand ils viennent te filer 6 millions de dollars? Donc en fait,
c'est compliqué parce qu'ils savent payer aussi ceux qui c'est ce qui s'était passé avec GSP hein, après la négociation, après que GSP était rentré à la MMA 15 derrière, machin, et ben ils avaient payé GSP, il lui avait filé son contrat et il avait payé des sommes astronomiques. Donc, et pareil pour Dillashaw qui avait eu son title shot dans la et pareil pour Dillashaw. Donc le problème, c'est que c'est quand même, ils sont très très bons à l'UFC et ce sont des chefs négociateurs et ils savent très bien que si tu graisses les bons rouages, bah ça passe quoi. Ça passe, it's passing through. Bon bah messieurs, parce que la gare s'éteint derrière toi. Je sais pas si ça passe. Exactement, MVI dans quelques instants. Les pronos, vous ne les aurez pas maintenant, vous les aurez d'ici fin octobre avant le combat, et puis on revient très vite avec le trio de la mort, hein, n'est-ce pas? Ouais, mais comment? Allez, à la prochaine. Salut. Soit.